Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 3. Amaldricus 2, le chemin des enfers, épisode 15. Dans le crâne de Paul, la douleur se fit soudain bien moins violente. Il secoua la tête, porta la main à son front et recula de quelques pas en manquant de perdre l'équilibre. Il ouvrit les yeux. Rouac était assis en face de lui, son regard d'un vert profond, perdu dans le vide. « Je suis désolé pour la douleur, » lança le vieux loup par la pensée. « Mais je n'avais plus le temps, je devais savoir. »« Savoir quoi ? Si les raisons qui vous ont conduit à combattre Amaldricus étaient légitimes. Et si ce n'était pas le cas, je vous tuerai pour que lui puisse survivre. » Un picotement de peur frappa la nuque de Paul. Il sentit ses jambes se dérober sous lui et eut juste assez de force pour se maintenir debout. C'est en tremblant qu'il demanda pourquoi Rouac voulait venir en aide à Amaldricus, puisque ce dernier l'avait trahi et avait massacré tous les autres Romaques. Le vieux loup leva la tête. La neige tombait encore dans cet endroit mystérieux, mais elle ne laissait aucune trace sur le sol. D'ailleurs, rien n'aurait pu laisser de trace sur ce sol. Malgré tout, le temps était compté. Le vieux loup décida cependant de répondre à Paul. « Simplement parce que ce n'est pas Amaldricus qui nous a trahis. » Il se redressa et fit quelques pas autour de Paul. Ce dernier eut l'impression que l'animal cherchait la meilleure position pour lancer une attaque meurtrière, et la peur redoubla chez l'Odesse, mais il n'en fit rien voir, et Rouac poursuivit. « Avant de quitter la région, je tenais à retrouver l'auteur, à apprendre ce qu'il savait. Je confiai donc la meute à un autre, et j'entrepris seul mes recherches, en commençant bien sûr par le monde du four. La première chose que je remarquai en arrivant, c'est que le blanc avait recouvert le sang. Puis, je vis que des corps avaient disparu. Je sentis l'auteur approcher. Il sortit du bois et vint à moi. « Pourquoi a-t-il fait cela ?» demandai-je par la pensée sans me retourner. « Ce n'est pas Amaldricus. » L'auteur sentit la surprise dans mon esprit. « C'est son frère jumeau, Warin, qui se fait passer pour lui. Je ne sais pas combien sont vraiment dupes au château, mais tout le monde joue le jeu. »« Et notre frère ?»« Il est toujours vivant, je le sens, je le sais, mais je ne sais pas où il est. » Le loup s'interrompit. La neige avait redoublé. « Je n'ai vraiment plus le temps. » Il fixa de nouveau Paul, et une nouvelle douleur déchira son crâne. « Mais que faites-vous » hurla l'Odesse en mettant des mains sur sa tête. « Je sonde votre esprit. C'est pour cela que je vous ai retiré ici. Tout le reste n'était qu'accessoire. » La douleur se calma. « Tout ce que vous m'avez raconté n'était pas vrai ?»« Qui peut savoir ce qui est vrai dans une légende ?» La douleur revint dans la tête de Paul, encore plus forte, plus déchirante, qu'il en perdit ses repères. Il y eut un juron, une bousculade, un bruit, une ombre rapide et précise qui passa comme une furie devant les yeux d'Oréade sans que celui-ci ne comprenne rien. Le temps de reprendre ses esprits, il tourna la tête vers Nief et vit un homme de taille moyenne, les cheveux ras, saisir le professeur au col et le presser contre le mur. Les deux scientifiques venaient, après une marche qui avait semblé infinie à Oréade, d'arriver au fort. Ils étaient gelés. Ils s'étaient précipités dans la pièce qui faisait office de bureau à Nief pour se réchauffer un peu. Mais à peine avait-il franchi la porte que ce dernier s'était fait agresser. « Espèce de salaud !» hurlait l'agresseur. « Vous m'avez fait boire de votre satanée merde. Je vais vous réduire en miettes. »« Calmez-vous, Bruno !» suffoquait Nief, visiblement terrorisé. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, je vous le jure. Vous ne savez pas de quoi je parle. Vous ne savez pas de quoi je parle !» hurlait de plus en plus irrité Bruno. Oréade n'osait pas bouger. Mais même si une certaine peur le paralysait, il se sentit tout de même obligé d'intervenir. « Excusez-moi, monsieur. Je ne sais pas ce que vous reprochez à mon collègue, mais êtes-vous sûr d'agir de la bonne manière ?» Le lieutenant Bruno se retourna comme s'il découvrait seulement maintenant la présence du second scientifique. Cela sembla le ramener à plus de raison. Il lâcha Nief, qui aussitôt porta les mains à son cou pour vérifier qu'il était bien là et pas trop rétréci. « Écoutez, lieutenant, » reprit Nief, d'une voix encore rauque, « je vous jure que je ne suis pas coupable de ce dont vous m'accusez. Je n'ai plus ce produit, vous avez tout saisi, et si je faisais cela, reconnaissez que cela serait du suicide. » Bruno ne parut pas visiblement convaincu, et Nief chercha à l'amadouer en lui demandant ce qui avait conduit à cette conclusion. Le militaire raconta son rêve, l'étrange similitude avec la réalité et les 3 taches de sang.
Nief demeura interdit. Oréade, qui n'était pas sûr de tout comprendre, fit remarquer que cela présentait certains points communs avec ce qui leur était arrivé. « Souvenez-vous, dit-il à l'attention de Nief, les cavaliers n'ont pas laissé de traces dans la neige, comme les soldats dans le rêve de monsieur. » Cette fois-ci, c'était au tour de Bruno de ne pas comprendre. Nief sortit de son mutisme pour se parler à lui-même. Pas de doute, c'est la légende qui se réalise. « Pardon ?» Nief revint à la réalité. Il s'assit et fit un signe aux deux autres d'en faire autant. « Je vais vous expliquer, dit-il. Le mauvais temps qui frappait depuis quelques jours toute l'Europe commençait maintenant à provoquer une certaine morosité en cette période de vacances. À Pontarlier et ses alentours, où la grisaille était doublée de neige, c'était pire. Dans les cafés du coin, la consommation de boissons chaudes et surtout d'alcool avait fait un bond en avant et atteignait des records disparus depuis l'interdiction de l'absinthe. Les commentaires allaient cependant bon train, et la situation du temps commençait maintenant à inquiéter sérieusement tout le monde. La neige était tombée toute la nuit précédente, et la température avait brusquement chuté d'encore quelques degrés. Dans les forêts avoisinantes, de nombreux animaux, surpris par cette étrange caprice de la nature, étaient morts de froid, et leurs cadavres servaient de nourriture aux autres. Les feuilles des arbres commençaient elles aussi à tomber, fragilisées par les gelées et arrachées par le poids de la neige. Mais un phénomène plus étrange encore se produisit au début de la deuxième semaine. Au lac Saint-Point, situé au sud de Pontarlier, un peu après la Cluse et le fort de Joux. Ce lac, le plus grand lac naturel d'Europe à cette altitude, gela complètement sur 10 cm en à peine 3 heures. La progression de la glace fut si rapide qu'elle parvint à surprendre plusieurs canards qui restèrent figés sur place. Le plus étrange était que tous les calculs et tous les relevés montraient que la température n'était pas descendue assez bas pour générer un tel phénomène, que tous, cependant, étaient bien forcés d'admettre. C'est sans doute là que les gens commencèrent sérieusement à avoir peur de ce qui était en train de se passer. On signala plusieurs victimes de crises d'angoisse, et la consommation d'antidépresseurs monta soudainement en flèche. C'était comme si, d'un seul coup, tout le monde sentait la mort approcher. Et puis, les phénomènes irrationnels commencèrent réellement. Le premier d'entre eux fut signalé par 4 témoins qui ne se connaissaient pas, dont un policier. Il était environ 11 heures du soir lorsque ce dernier avait quitté le petit restaurant en dehors de la ville où il avait ses habitudes. Pour rentrer plus vite, il avait opté pour un raccourci, une petite route peu fréquentée et cernée de forêts qui se faufilaient entre les deux lacs. Très vite, il prit conscience de l'erreur qu'il avait faite. En effet, le chemin n'était que très mal déneigé, et il se devait de rouler au pas pour ne pas partir en tête à queue. Il était donc extrêmement concentré sur sa conduite, lorsque d'un seul coup, il fut ébloui par un vent puissant qui semblait venir de nulle part. Il stoppa. Impossible de continuer dans de telles conditions. De suite, il pensa à une voiture accidentée. Il descendit en criant pour cacher son inquiétude. Il entendit d'abord le bruit d'un moteur diesel, sans doute un gros camion, mais il ne distinguait toujours pas l'engin qui devait trouver à une trentaine de mètres devant lui. « Achtung !» hurla une voix venant du véhicule. Puis s'ensuivit une autre phrase en allemand. Le policier cria pour demander si tout allait bien, mais il n'eut pas de réponse. Il porta sa main en visière pour ne plus être ébloui. Le bruit de moteur s'intensifia. Le véhicule venait de se mettre en route. Il reconnut un bruit de chenille. Le phare s'éteignit, et c'est là qu'il distingua nettement un vieux Panzer de l'armée allemande, orné de 2 croix de fer sur la tourelle et d'une croix gammée sur un petit pavillon au sommet de cette dernière. L'engin fonçait dans sa direction, le canon pointait sur lui. Le policier plongea sur le côté, sa tête heurta une pierre, il perdit connaissance quelques minutes. Lorsqu'il revint à lui, il ne restait plus aucune trace du monstre d'acier, et il entendait seulement le moteur de sa voiture. Quand il alla raconter sa mésaventure à ses collègues, il apprit que 3 autres personnes avaient croisé ce véhicule sur la route, mais que la gendarmerie qui s'était rendue sur place n'avait absolument trouvé aucune trace du tank. Dans les jours qui suivirent, les témoignages de ce type se multiplièrent. Des enfants d'une colonie de vacances trouvèrent, lors d'une excursion, un carrosse prisonnier de la neige, dont les occupants, habillés à l'ancienne, étaient morts de froid. Les corps étaient dans un état de décomposition avancé, et les gendarmes furent incapables de les identifier. Mais le plus surprenant fut le résultat d'autopsie qui laissa entendre que les occupants du carrosse devaient être morts depuis plus de 200 ans. Deux skieurs de fond, qui pratiquaient leur sport favori dans un petit village appelé Pisnavage, furent attaqués par une dizaine d'individus armés d'épées qui, eux-mêmes, furent mis en fuite par l'intervention d'un groupe de moines.
Les deux skieurs regardèrent les premiers s'enfuir devant les seconds, et ils ne revirent ni les uns ni les autres. La gendarmerie, une fois de plus, fut bredouille. Enfin, un garde forestier découvrit un matin au lieu-dit La Fauconnière, sur la montagne juste en face du fort de Joux, un canon énorme qui avait dû nécessiter une quinzaine d'hommes pour être manœuvré. Les experts de la gendarmerie déclarèrent, après des recherches approfondies, qu'il s'agissait d'une arme autrichienne datant du début du XIXe siècle. Personne ne put expliquer ici encore comment elle était parvenue jusque-là. La nuit, dans les couloirs de Joux, était totale. Pas un bruit, pas une âme qui vide. Oréade, Mief et Bruno se sentirent très mal à l'aise dès qu'ils eurent franchi la porte de la forteresse. Bien qu'ils furent seuls ici en ces heures et en ces lieux, ils ne parlaient qu'à voix basse. Éclairés simplement par 3 lampes torches, ils gagnèrent le lieu des fouilles. « C'est ici, » murmura Nief à l'intention de ses deux collègues. « C'est maintenant qu'il va se manifester. »« J'espère que vous savez précisément ce que vous faites, » m'écria Bruno. « En fait, non, » répondit Nief sans hésiter. « Mais il faut bien que nous en ayons le carnet, non ?» Oréade, murée dans un silence, mal à l'aise depuis leur départ de l'hôtel, laissa apparaître la face de la peur sur son visage, mais garda le silence. La lampe de Nief repéra une petite cavité à quelques mètres de la pièce où se trouvait le puits. Elle s'ouvrait sur une 50aine de centimètres de large, le double de profondeur, et pouvait facilement accueillir les 3 hommes. « Ici, cela sera parfait pour l'attendre. » Il leur fallut se serrer. Le lieu n'était pas des plus confortables, mais leur procurait un sentiment sans doute injustifié de sécurité. L'attente qui commença alors leur parut très vite interminable. Le silence n'était écarté que par le bruit de quelques gouttes d'eau se détachant du plafond. Ils avaient éteint leurs lampes, et bien que leurs yeux se fussent un peu accoutumés à l'obscurité, ils ne distinguaient que des ombres immobiles et pourtant angoissantes. De temps à autre, Bruno jetait un coup d'œil à l'extérieur de la niche, mais hormis les contours du puits, il ne distinguait rien. « Je ne sais vraiment pas ce que je fous là, » chuchota-t-il à Nief avec énervement. « Tout cela, c'est des conneries. Allons, lieutenant, vous avez oublié tout ce que vous avez lu dans la presse ces derniers jours? Le char allemand, les cadavres dans le carrosse? Vous avez oublié les taches de sang dans la neige ?» Bruno se mordit les lèvres. Même s'il s'évertuait à affirmer le contraire, il savait pertinemment que Nief avait raison et que sa version de l'histoire était sans doute la plus proche de la réalité. Il soupira. C'en était terminé de sa bonne vieille rationalité. De toute façon, il fallait certainement ne pas être totalement rationnel pour venir se perdre en pleine nuit dans une forteresse plusieurs fois séculaire, avec 2 savants plus ou moins allumés. Bruno tournait le dos à l'entrée de la niche et s'apprêtait à s'excuser auprès de Nief lorsqu'il vit la peur renaître sur le visage d'Oréade. Il lui fallut encore une demi-seconde avant de réaliser que ce dernier était maintenant éclairé par une étrange lumière verte qui semblait venir de la pièce où s'ouvrait le puits. Une dernière demi-seconde lui fut nécessaire pour se retourner. La lumière venait du fond du puits. Elle n'était guère violente, mais parvenait à illuminer toute la pièce. « Voilà le signe que j'attendais » dit Nief en s'élançant en direction de la source lumineuse. Bruno le suivit sans la moindre hésitation. Oréade se montra plus réservé, mais comprit rapidement qu'il serait mieux vers ses compagnons que seul dans cette niche. Nief se pencha au-dessus du trou sans marquer la moindre appréhension, mais il ne parvint pas à voir d'où venait la lumière exactement. « C'est quoi ça, au juste ?» demanda Bruno. « Je ne sais pas, mais si vous doutiez encore, voilà une preuve supplémentaire, » répondit Nief. « Je crois que j'en ai une de plus, » souffla dans leur dos Oréade. Ils se retournèrent. Ce dernier avait les yeux fixés sur le second couloir qui permettait d'entrer dans la pièce. Un lot énorme en barrait l'accès et fixait les 3 hommes comme le rapace regarde la souris. La peur qui les paralysa alors aurait assuré au loup une victoire facile et sans bavure. Le visage de ses proies se refléta dans la pupille de ses yeux. Il avança vers Oréade qui était le plus proche de lui. Il mit sa truffe contre le visage du malheureux scientifique qui, à ce moment précis, se sentit défaillir. « Mais que voulez-vous enfin » hurla Paul, lorsque la douleur se faisant moins tenace le lui permit. « Plus rien désormais, je sais ce que je voulais savoir » répondit Rouac.
Son ton avait changé, il semblait s'être fermé, il paraissait bien plus déterminé. Il se dressa, fit quelques pas en direction de Paul, puis se ravisa. « Il y a une dernière explication que je vous dois. Il y a 2 ans, vous n'avez pas tué Amalricus. Vous avez simplement détruit son lien, cette chose qui lui permettait de tromper le temps. Mais si nous n'avons pas tué Amalricus, que s'est-il passé ?» Le vieux Romac a été malin. Il a échangé son esprit avec celui de votre ami l'avocat. En détruisant le lien, vous avez détruit le corps d'Amalricus, mais dans ce corps, il y avait l'esprit de Flavien Sénéchal. Ce n'est pas possible, lança avec dépit Paul. Après tout ce que vous avez vécu, vous pensez réellement qu'il y a encore des choses impossibles? Le loup leva la tête, les flocons tombaient encore, il devait se dépêcher. Rassurez-vous, Amalricus dans le corps de Flavien n'est pas allé loin. L'auteur l'attendait car il l'avait compris le stratagème. Il est parvenu à sortir l'esprit d'Amalricus du corps de Sénéchal en détruisant ce dernier. Mais le sire a su tirer parti de la présence de Nius, son compagnon loup, et l'esprit de l'animal et de l'homme ont cohabité dans le même corps pendant presque 2 ans. Amalricus est allé plus loin qu'aucun Romac n'est jamais allé. Il a partagé la même enveloppe avec son double canin. Je ne sais pas vraiment ce qu'il a fait pendant tout ce temps. Toujours est-il qu'il a fini par me demander mon aide. Votre aide, pour quoi faire? Rouac sentit à ce moment un vent froid souffler sur son échine. Les prémices de l'enfer étaient de plus en plus nettes. Pour se réapproprier un corps, recréer un lien, redevenir un Romac, l'esprit doit revenir dans le monde en remplissant un certain nombre de rituels. Il doit renoncer à ce qu'il est, renoncer à ses origines, et enfin renoncer à ce qui l'entoure. Paul eut comme un trait de génie. Il se remémora les événements de l'été précédent, ceux que son ami commissaire lui avait rapportés le soir de son mariage, ainsi que ceux dont il avait eu connaissance lors de son arrivée dans la région. « Évidemment, reprit-il sans s'adresser à son interlocuteur, l'homme qui fombe au milieu du village de Lacluse, le sonneur, c'est Amalricus qui renonce à ce qu'il est. L'épisode de l'église où un témoin a vu le même personnage exécuter un enfant, c'est toujours Amalricus qui renonce, là, à ses origines. Et ce qui s'est passé à l'abbaye de Montbenoît, avec cet individu au milieu d'un monde en feu, c'est encore lui qui renonce à ce qui l'entoure, n'est-ce pas ?» Rouac fut bluffé. Paul avait parfaitement compris. Il ne put s'empêcher de le féliciter. « Bien, sachez simplement que tous ces événements se sont passés à la frontière entre l'esprit et la réalité. Les témoins n'ont pas véritablement vécu ce qu'ils ont vu, et même si pour certains, cela a influencé de manière définitive leur destinée. Une fois ce rituel accompli, Amalricus put s'approprier un corps, ce fut celui d'une jeune femme. Commença alors un long processus d'intégration pour permettre à ce corps de prendre les formes du nouvel esprit qui l'habitait. Mais tout cela n'était pas suffisant. Une fois la métamorphose terminée, si Amalricus ne se créait pas un nouveau lien, le temps le rattraperait rapidement. « Il lui fallait une nouvelle montagne derrière laquelle se cacher, » fit Paul avec un léger sourire, prouvant qu'il avait compris. « Exactement. Mais pour que cela soit possible, tous ceux qui avaient participé à la destruction de son lien précédent devaient disparaître également. Si je comprends bien, Flavien, Nadia, le commissaire et moi. Vous comprenez bien. Alors je suis mort demanda Paul terrorisé. Non, beaucoup de choses vous échappent encore à vous autres humains. Vous croyez vivre dans un espace à 4 dimensions, hauteur, longueur, profondeur et le temps. Vous pensez que ces 4 repères suffisent à vous positionner dans le monde et à l'expliquer. Mais l'univers est bien plus compliqué que cela. Il y a au moins 12 dimensions qui vous échappent parce que vous ne savez pas les voir. Des dimensions dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'est en les maîtrisant que nous, autres Romacs, nous parvenons à donner un aspect magique à nos déplacements et à nos apparitions. Ici, vous êtes dans l'une des autres dimensions temporelles, plus lente et plus sereine. Je vous y ai conduit pour pouvoir vous sonder en toute tranquillité, car je pense que c'est la seule qu'Amalricus ne maîtrise pas encore. Mais vous n'êtes pas mort. Les autres, oui, mais pas vous. Je vois, répondit Paul avec un accent de douleur prononcé, au moment où il réalisait qu'il ne reverrait plus jamais sa femme. Je suis navré, se sentait obligé d'ajouter le vieux loup, mais il n'avait pas le temps de s'apitoyer. Désirez-vous savoir la suite? Paul ne répondit pas. Assis, la tête basse, il fit juste un signe affirmatif. Le drame qui nous avait frappés de nouveau ne nous a pas découragés, et l'auteur et moi avons voulu former d'autres Romacs, avec cette fois chacun un lien différent. Il y en eut une vingtaine, certains sont entrés dans l'histoire. Et puis après quelque temps, les plus anciens ont commis des actes inconsidérés, se sont pris pour des dieux, ont eu les plus grands mépris pour la vie, qui pourtant est l'une des plus importantes composantes du hack. J'ai alors confié à l'auteur la tâche de les surveiller et de détruire les liens de ceux qui n'étaient plus dignes d'être des nôtres, ceux qui les condamnaient à plus ou moins long terme à une mort certaine. Je suis allé de désillusion en désillusion, de désillusion en souffrance. Les hommes devenus Romacs étaient victimes du temps qui s'attaquait à leur esprit.
Pour éviter d'être touché et assurer sa tâche, l'auteur a eu recours à un subterfuge. Il a abandonné la conscience pendant ces temps d'attente. Après plusieurs centaines de saisons, il ne resta plus de Romac. Tous avaient versé dans la folie. Plus de Romac, sauf un, Amalricus. L'auteur revint dans la région pour être prêt le jour où le vieux sire ne manquerait pas de refaire surface. Vous comprenez, Amalricus est mon dernier espoir. Il y a une chance qu'il n'ait pas été contaminé comme les autres, car il n'a pas été en contact avec des humains. Et le loup cessa de penser un court instant, à moins que la cause ne soit ailleurs. Et alors, demanda Paul qui venait de décider de se battre. Alors il ne me reste plus que peu de temps pour choisir. Soit je vous rends à la vie et Amalricus disparaît, soit je vous tue et Amalricus pourra recréer son lien et se cacher aux yeux du temps. Je ne me laisserai pas faire comme cela, hurla l'Odesse en se précipitant sur le loup. Le vieil animal, qui était un excellent combattant et qui avait prévu cette réaction, esquiva. Paul trébucha et tomba de tout son long sur le sol. Le loup le regarda froidement et bondit. À suivre.